Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le média et vous regardez Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire porté par Nils Wilke. Nils Wilke, on le dit toutes les semaines, il a un carnet d'adresses long comme un CV d'un bac plus 14, on va dire, et il a une connaissance fine des acteurs politiques de tous bords. Il nous permet d'arpenter chaque semaine les dédales de la politique française. Cette émission, on le rappelle, existe grâce à vous, notre communauté engagée. Si vous souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez nous soutenir en souscrivant un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur le mediatv.fr/soutien. Votre engagement fait la différence. N'hésitez plus, passez à l'action. Au sommaire, Dati la menace. Pourquoi l'altercation de Rachida Dati avec une fonctionnaire de l'Assemblée pourrait faire capoter la réforme de l'audiovisuel? Macron Attal, y a-t-il un problème entre le grand frère et le petit frère? Les gros guillemets sont-ils nécessaires pour encadrer ces appellations inaugurées, on le rappelle, par Emmanuel Macron lui-même? On va en parler. LFI contre le reste de la gauche face à la condamnation de Marine Le Pen. De quoi en ressort-il? Salut Nils. Salut Théo, salut à toutes et à tous. Alors Nils, il paraît que Rachida Dati fait des siennes. La ministre de la Culture a fait scandale cette semaine au point de créer un début de révolte chez les députés. C'est quoi cette histoire ? Oui, on peut dire que c'est la confrontation de deux mondes, de deux styles, et puis surtout d'une grande incompréhension mutuelle. Tout ça saupoudré d'enjeux électoraux. Alors, c'est une controverse de plus au départ autour d'un texte déjà polémique, et je pense qu'on a dû en parler sur le média, qui prévoit de créer une holding France Média, qui chapeauterait à la fois France Télévisions, Radio France et l'INA. Tout ça, évidemment, tu t'en doutes, sous l'autorité d'un ou une présidente, évidemment, choisie par le pouvoir. Et évidemment, ça ne plaît pas aux salariés des médias publics, pas seulement les journalistes, mais l'ensemble des salariés de ces différents groupes du service public qui ont d'ailleurs fait grève en début de semaine contre le projet. Les syndicats de France Télé, de leur côté, dénoncent un carnage, je cite, que prépare ce projet de holding de l'audiovisuel public. Et chez Radio France, mêmes inquiétudes, puisque les syndicats redoutent notamment une remise en cause de l'indépendance éditoriale et budgétaire, ainsi qu'une tutelle de France Télévisions. Et la présidente Delphine Ernotte milite évidemment pour la réforme. Alors le petit souci pour le gouvernement et pour Rachida Dati notamment, c'est que le projet accuse déjà un long retard, en cause notamment évidemment la dissolution décidée par notre président Emmanuel Macron. Et donc Rachida Dati est sous la pression de l'Élysée pour mener à bien le texte. Alors Dati, ministre de la Culture, c'est également le luxe, une certaine manière d'incarner la fonction, on va dire. Oui, ça date d'il y a longtemps, parce que déjà sous Nicolas Sarkozy, elle était très adepte de la presse people, voilà, tout ce qui pouvait effectivement la glorifier. Là, évidemment, comme elle est redevenue ministre, qu'elle est revenue en grâce, parce que elle s'ennuyait quand même un peu apparemment comme maire d'arrondissement à Paris. Là, du coup, elle sort le grand jeu, comme ici, quand elle se rend lundi soir. Donc, c'était pour un dîner d'État à l'Élysée, évidemment donné par Emmanuel Macron, cette fois pour le roi et la reine du Danemark, dis donc. Et donc, Rachida Dati a sorti la grosse artillerie. Regardez. Ouais. Vous attendez. Elle est contente. Madame la ministre, s'il vous plaît. Madame la ministre. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Voilà. Madame la ministre, pour nous. Retournez-vous là, avec la robe. Voilà. Oh là là. Voilà, retournez-vous là, ouais. Vous êtes très fashion, voilà. Merci. Oh là là, encore. Madame la ministre.
S'il vous plaît. On a la photo de la présidente. Alors, notez pour la petite histoire que la ministre a adopté le sac Lady Dior Mini, l'un des préférés de Brigitte Macron. Alors, on parle quand même d'une pièce à 4 700 € tout de même, hein. C'est ce que précise la presse People que j'ai lu cette semaine chez le médecin. Voilà, parce qu'il faut bien passer le temps. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le lendemain, Rachida Dati doit se rendre en commission à l'Assemblée. Elle a fait donc la teuf à l'Élysée une partie de la nuit, et puis en tenue de grand couturier, donc hein, elle portait du Schiaparelli quand même, et puis elle a côtoyé le Gotha européen, hein, la royauté du Danemark, et puis le lendemain, elle se retrouve dans les salles en fait de réunion en commission à l'Assemblée, alors qu'ils sont pour évidemment nous journalistes on est un peu au courant, mais elles sont, je sais pas si toi-même tu étais déjà, mais elles sont petites souvent comme des mouchoirs de poche, c'est un peu désuet. Et puis surtout, le travail parlementaire, c'est pas tout à fait un défilé de mode, c'est rugueux, c'est long, c'est souvent un peu ennuyeux. Voilà, on enchaîne les amendements, c'est très technique. Et un député de gauche d'ailleurs avec lequel je parlais de ce projet de réforme audiovisuelle me disait bah voilà, c'est un travail vraiment ingrat. En plus, l'opposition vient un peu de partout. En fait, voilà, il y a une partie des macronistes qui sont contre la réforme, le RN qui joue les arbitres, la gauche qui est vent debout, qui a déposé des milliers d'amendements. Bref, c'est un terrain miné. Et puis surtout, les députés sont chatouilleux hein, depuis la dissolution, depuis qu'ils ont réussi à être réélus. Et donc, ils ont besoin de sentir qu'ils sont respectés. Et puis, malheureusement, pour eux, Rachida Dati, les règles, le travail parlementaire un peu ennuyeux, tout ça, elle n'aime pas beaucoup s'y plier. Alors, ça agace du coup les parlementaires depuis le début de l'examen du texte en commission. Alors, c'est le style Dati, c'est un peu le style Sarkozy, quoi. Elle est très tactile, elle s'approche de vous, elle vous prend par le bras, elle rigole, elle fait des gestes de la main. Et tu vas me demander évidemment par quoi a commencé l'incident dont on va parler. Mais oui, justement, je te pose la question, Nils. Par quoi a commencé l'incident dont on va parler, hein? Alors, on va regarder parce que en plus, elle se permet de faire la leçon aux députés. Alors ça les a rendus fous. Regardez ce qu'elle dit, hein. Quand moi j'entends certains qui sont effectivement dans vos rangs, pas qu'au Parti Socialiste, qui me disent on a une volonté sur les bancs de l'Assemblée, Madame la Ministre, c'est de torpiller cette réforme, c'est irresponsable. Je vous le dis avec beaucoup de gravité. Moi, je vais vous dire, on n'est pas élus ici pour torpiller. On peut débattre, mais pas torpiller. C'est honteux. Ces propos sont honteux. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? La veille, Rachida Dati voulait ajouter un amendement au texte, hein, ça se fait de manière assez courante. Et le problème, c'est que les services de l'Assemblée, donc c'est les services administratifs, alors c'est entre guillemets des petites mains. Alors c'est pas vraiment des petites mains au sens administratif du terme, parce qu'en réalité, c'est des hauts fonctionnaires qui sont capés, les administrateurs et les administratrices de l'Assemblée, mais en gros, c'est voilà, des hauts fonctionnaires qui sont chargés de regarder si les amendements sont bien conformes au règlement de l'Assemblée nationale, à s'assurer voilà, qu'il n'y a pas d'erreurs grossières, etc. Donc c'est un peu nos secrétaires de rédaction, tu vois, en journalisme, ou nos correcteurs, voilà, qui regardent l'article avant qu'il ne soit publié. Et là, malchance pour Rachida Dati et son cabinet, puisqu'évidemment elle est assistée d'une directrice de cabinet et de ses conseillers, et ben l'amendement a été jugé irrecevable par une administratrice du Palais Bourbon. Il se trouve que c'est une chef de service, voilà, qui est très très capé, qui est respecté voilà, par l'ensemble des groupes politiques des députés, parce qu'à force, effectivement, les députés connaissent les hauts fonctionnaires de l'Assemblée, voilà, il y a une espèce de respect mutuel qui s'installe. Et du coup, l'administratrice de l'Assemblée prévient la ministre que l'amendement va devoir être scindé en plusieurs parties pour être examiné. Et ça ne plaît pas du tout à Rachida Dati. Du coup, le taux monte et puis ça se termine effectivement en échanges verbaux assez violents selon les témoins, au point que le député LFI Aurélien Saint-Toul, qui était sur place, comme d'autres députés, a volé au secours de la haute fonctionnaire. En gros, il s'est interposé entre les deux femmes et il y a un rapport d'incident qui a été rédigé notamment
pour Yaël Braun-Pivet. Alors, bon, la présidente de l'Assemblée, elle s'est pas vraiment mouillée, en fait, parce qu'elle n'a pas forcément envie de se frotter à Rachida Dati. Donc, elle a demandé à chaque parti concerné de se serrer la main, en gros, de se présenter des excuses et puis de passer surtout à la suite, parce qu'il y a cette fameuse réforme qui est sur le feu, comme je vous le racontais en introduction. Sauf que le lendemain, au moment où l'on était en train de parler donc de cette réforme, et ben Rachida Dati a fait pile le contraire. Non seulement elle ne s'est pas excusée, mais en plus elle a lâché en pâture le nom de la haute fonctionnaire concernée, alors qu'elle s'était engagée à ne plus s'en prendre à elle. Alors les services techniques de l'Assemblée ont bipé la séquence pour pas que son identité soit dévoilée au public, parce qu'on rappelle en plus, c'est particulièrement pervers, parce qu'on rappelle que les séances en commission, comme les séances dans l'hémicycle à l'Assemblée, elles sont enregistrées, parce que c'est la maison du peuple, quand même, l'Assemblée nationale, c'est comme le Sénat, c'est moins la maison du peuple, mais c'est enregistré aussi pour permettre aux citoyens, évidemment, de suivre l'élaboration des textes et la démocratie en direct. C'est quand même très beau. Et donc, effectivement, ça n'a pas plu aux députés, en fait, cette séquence, et un député de droite, notamment, qui pourtant est pas du tout pro-LFI, me disait, c'est Rachida Dati, elle est terrible, voilà, c'est une petite terreur, c'est la terreur Dati. Et puis, toujours lors de cette séance, le lendemain donc, de l'incident, elle continue à faire état de tension avec l'administration de l'Assemblée jusqu'à ce qu'elle explose carrément. Regardez la séquence, c'est pépite. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, tous les acteurs du secteur sont hostiles à ce projet de réforme. Tous, responsables, salariés, syndicats, associations professionnelles. Mais Madame la ministre, respectez aussi ceux qu'on reçoit. Madame la ministre, Respectez aussi ceux qu'on reçoit. là vous n'avez pas la parole. Ça se passe pas comme ça. Si à l'avenir il y avait le moindre autre problème, ça serait une suspension longue avec peut-être pas de retour du tout. Et je suis très sérieuse. Moi, soit nous menons des débats sereins, Madame la ministre, sereins et apaisés, parce que vous ne m'écoutez pas et vous ne me regardez pas, sereins et apaisés, soit je resuspends à nouveau, mais ça ne sera pas pour 10 minutes, ça sera pour un temps éternel, peut-être. Écoutez, vu le sort de cette proposition de loi, elle a le temps en réalité de revenir. Comme ce sont des sujets importants, je vous demanderai d'écouter parce que sinon vous allez voter, vous ne savez même pas pourquoi vous allez voter. Donc il y a un moment où ça serait peut-être bien qu'on ait une attention intéressante. Voilà, donc là, elle dit quand même aux députés, bosser au lieu de faire des commentaires à la con, je cite. L'ambiance est bonne, on va dire. Et pour évoquer le texte lui-même, Niels. Oui, alors le problème, c'est qu'on suspecte fortement Rachida Dati d'avoir passé en fait un deal avec Emmanuel Macron. Le président l'a fait entrer évidemment au gouvernement avec tout le décorum que l'on connaît, officier de sécurité, cabinet ministériel, etc., etc., en échange d'une adoption définitive de la réforme de l'audiovisuel à l'été, et puis surtout du soutien des macronistes au municipal à Paris en 2026. Autant te dire que c'est pas gagné. Pression supplémentaire, ce matin, j'apprenais de la part de plusieurs députés Renaissance et de mes sources à l'Assemblée nationale qu'une partie d'entre eux commençait à faire pression sur la section parisienne de Renaissance, ou en tout cas ce qu'il en reste, pour commencer à lâcher la ministre, histoire de bien lui mettre la pression. Alors, Niels, notre second sujet, c'est l'exécution provisoire de l'inéligibilité de Marine Le Pen. La manière dont on doit l'interpréter divise la gauche, on va dire. Oui, alors, divise la gauche, c'est surtout la France insoumise contre le reste de la gauche. Parce que, effectivement, la formation de Jean-Luc Mélenchon s'est plutôt démarquée du Parti socialiste, des communistes et des écolos, puisqu'ils ont critiqué l'exécution provisoire qui empêche, on le rappelle, Marine Le Pen de se présenter, pour le moment en tout cas, pour 2027. Alors, sachant que le procès devrait se tenir une fois de plus, cette fois en appel à l'été 2026, on ne sait pas encore quel sera le destin de Marine Le Pen, en tout cas politique. Mais en tout cas, voilà, du côté de la France insoumise, on critique cette mesure. Donc en fait, Jean-Luc Mélenchon rejoint en réalité la droite et une partie de l'extrême droite qui est incarnée par Éric Ciotti sur le sujet. On va écouter
leurs interventions et en fait leurs discours sont assez similaires. Pardonnez-moi de le dire, c'est vous qui faites la loi, c'est le Parlement qui fait la loi. J'ai lu les déclarations des Insoumis sur cette question. J'ai lu avec une très grande clarté. Ils ont indiqué que, selon leur idée du droit, il devrait y avoir... Eh bien, je considère que pour vous, la réflexion doit être conduite. C'est la raison pour laquelle, pour que la loi soit acceptée, pour que les décisions de justice soient respectées, il faut qu'elles se soient ouvertes dans l'ensemble de la procédure. Et voilà pourquoi nous sommes contre le fait que soit exécutoire une mesure d'inéligibilité. C'est-à-dire, tout le reste, vous pouvez faire appel, sauf ça. Et vous êtes inéligible. Alors, il pourrait survenir certaines circonstances où, mais moi, je préfère dire que je ne vois pas bien lesquelles. Je veux aujourd'hui dire tout mon soutien à Marine Le Pen dans ces conditions. Ce qui se passe est d'une gravité extrême. Alors que le pouvoir exécutif n'exécute plus rien, alors que le pouvoir législatif ne légifère sur rien, nous observons la prise de pouvoir de l'autorité judiciaire. Le gouvernement des juges s'installe contre le peuple souverain. Alors pourquoi on parle de cette fameuse exécution provisoire ? Parce que Éric Ciotti va jusqu'à réclamer en fait sa suppression, ce qui fait quand même débat. L'exécution provisoire, elle est aussi vieille que le code pénal lui-même, elle date du début du 19e siècle et puis elle vise à empêcher en fait une personne condamnée en première instance et qui a fait appel à tout simplement récidiver, puisque l'appel est censé être suspensif. Là, l'exécution provisoire, elle permet effectivement de mettre la société à l'abri face aux agissements potentiels de cette personne. Et donc, effectivement, on voit un front comme ça qui se dessine contre cette exécution provisoire parce que les politiciens, désormais, en font évidemment les frais. Curieusement, les débats en cours portent moins finalement sur la peine de prison qui a été infligée aux prévenus, dont Marine Le Pen. On rappelle quand même qu'elle s'est pris 4 ans de prison, dont 2 fermes, une forte amende. Et effectivement, les débats portent plus sur l'application immédiate d'une partie de la sentence. Et c'est ce qui intéresse en tout cas la France insoumise. Mais c'est surtout qu'on voit que les élus de ces bords politiques sont tous pris d'une espèce de fièvre législative. Il faut absolument revenir sur cette exécution provisoire. Alors, ça ne plaît pas beaucoup aux magistrats. Donc, j'ai appelé plusieurs syndicats de magistrats pour avoir un petit peu leur avis. Et ils sont tous, sans surprise, pas très contents déjà qu'on remette en cause leurs décisions. Alors, c'est pas le cas de la France insoumise, c'est évidemment le cas du RN, de l'extrême droite d'Éric Ciotti et puis d'une partie du MoDem. Mais c'est surtout que, en fait, les juges se sentent un peu lâchés en race campagne. Et on rappelle notamment que les lois de moralisation de la politique et cette exécution provisoire, elles ont été renforcées après l'affaire Fillon en 2017, qui avait éclaté, qui a abouti d'ailleurs à la condamnation de l'ex-premier ministre et de sa femme. Et donc il y avait une espèce de fièvre législative à ce moment-là pour durcir les peines, rendre obligatoire l'exécution provisoire. Et puis là, effectivement, les magistrats ont l'impression qu'on se retourne contre eux après ce verdict qui a visé Marine Le Pen. Alors, c'est drôle justement parce que cette séquence, elle n'est pas sans rappeler une autre séquence qui a eu lieu 25 ans auparavant. Alors, ça ne nous rajeunit pas. À l'époque, et certains de nos abonnés s'en souviennent peut-être, c'était l'époque des affaires qui visaient les politiques, l'affaire Elf notamment, mais aussi beaucoup d'autres. Regardez ce reportage de l'ancienne émission Capital sur M6, c'était en décembre 2001. Patron, cadre supérieur, homme politique, les clients ne sont pas n'importe qui. On a investi jusque dans les sous-sols. Gardés par les gendarmes, voilà la salle des cellules. Il y en a 5. C'est sur ces bancs qu'on attend d'être interrogé par les juges. Pas un seul graffiti au mur. Là s'est assis quelques heures en décembre 2000 l'ancien ministre Michel Roussin avant d'être transféré à la prison de la Santé. C'est par là encore qu'est passé le 6 février 2001 le fameux Alfred Sirven, l'accusé phare de l'enquête Elf, à son retour des Philippines. C'est là enfin qu'a patienté Jean-Christophe Mitterrand un jour de décembre dernier. Rien que du beau monde, les conditions de détention sont privilégiées. Parole d'expert.
Voilà, et là, tu vois, Théo, on voit Ouais. de grands patrons qui se retrouvent en cellule, ça leur fait tout bizarre, dis donc. Certains se retrouveront même à la santé, comme Louis le phoque-pigeon. Et donc, finalement, les politiques se transforment en VRP des droits de la défense. À l'époque, les droits des juges sont restreints, on les empêche d'utiliser la détention provisoire, on met ce pouvoir entre les mains d'un nouveau type de magistrat, les juges d'application des peines et de la liberté. Et puis, on revoit les conditions de garde à vue, de détention, etc. 25 ans plus tard, les magistrats en poste ont un peu l'impression que c'est le même topo. Bizarrement, les députés n'avaient pas remis en cause l'exécution provisoire avant la condamnation de Marine Le Pen. D'autant qu'il y a des soupçons quand même qui saisissent nos magistrats, puisque, outre Marine Le Pen, Ciotti a lui aussi des ennuis avec la justice. Il fait l'objet d'une enquête. Jean-Luc Mélenchon lui-même fait l'objet d'une enquête pour les mêmes faits que le Rassemblement national, alors évidemment à une échelle moindre, mais enfin tout de même. Et puis François Bayrou, lui aussi, dis donc, il va devoir être rejugé dans l'affaire des emplois fictifs du MoDem au Parlement européen. Donc voilà, il y a une urgence à réformer et à supprimer une mesure juridique qui existe depuis 2 siècles. Alors, il n'est pas impossible, évidemment, que les politiques comme Jean-Luc Mélenchon s'emparent de ce débat sur l'inéligibilité avec sincérité, bien sûr, mais il y a aussi une sorte de fougue qu'on ne leur connaissait pas pour défendre un sujet aussi peu vendeur électoralement. Et effectivement, il y a quand même des soupçons de la part des magistrats, mais aussi d'une partie des Français sur les affaires qui touchent effectivement tous ces élus qui aujourd'hui ont envie de réformer la loi. Alors évidemment, du côté de LFI, on se défend de toutes ces accusations. Alors j'ai posé la question à un député de la France Insoumise, il me dit non, les faits ne sont pas tout à fait les mêmes que Marine Le Pen, de toute façon l'affaire est à l'arrêt. Enfin voilà, bon, le sujet est de toute façon très sensible effectivement pour la formation de Jean-Luc Mélenchon. Dans la belle enquête fracture sociale d'Ipsos, on nous dit 74% des Français pensent que les politiques sont corrompus. Donc la justice, comme en matière d'agression sexuelle, comme en matière elle a durci les règles, eh bien, elle répond à l'évolution de la société. Et là, si on fait ça, si on fait une loi d'immunité pour les politiques, qui ne sera pas une loi Ciotti, qui sera une loi Le Pen-Bayrou, je suis désolée, parce que... Bayrou qui a dit son trouble, ça vous a choqué? Oui, mais parce qu'il est concerné aussi. Et l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle en pense de tout cela? Justement, c'est là que ça se complique pour nos parlementaires de tous bords, à gauche comme à droite, puisque effectivement, les sondages montrent en majorité que les Français approuvent la condamnation de Marine Le Pen. 57% des Français sondés pensent qu'il s'agit d'une décision de justice normale au vu des faits reprochés. Ça, c'était une étude ELAB pour BFM publiée le soir même du jugement, donc lundi 1er avril, tandis que le taux grimpe à 61% 2 jours après, d'après une étude Cluster 17 pour Le Point, donc cette fois qui était parue le 2 avril. Et puis aujourd'hui, ce matin, on a appris une nouvelle étude, un nouveau sondage qui montre qu'une majorité de citoyens rejettent la suppression de l'exécution provisoire pour les politiciens qui seraient condamnés. Est-ce que ça va les faire réfléchir? Eh bien ça, on va avoir la réponse sous peu. Alors, Nils, en dernier sujet, je voudrais qu'on évoque la ligne directe entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, le grand frère, entre guillemets, et son petit frère. Il y a de la friture sur la liaison. Alors, c'est même pas qu'il y a de la friture, c'est qu'il n'y a plus de liaison en fait entre les deux. Ils ne se parlent plus apparemment. Et Gabriel Attal, notamment, est engagé là dans une bataille en fait pour relever le parti Renaissance. On en avait parlé dans cette émission, puis sur le média en général, puisque c'est vrai qu'il y a un peu un parfum de loose en ce moment au parti macroniste. On rappelle qu'ils se sont fait laminer aux élections législatives après la dissolution décidée par Emmanuel Macron lui-même. Et donc Gabriel Attal n'avait pas été mis au courant avant le tout dernier moment de la décision. Et donc Gabriel Attal, désormais, est le chef de parti et il essaye effectivement de ramener les adhérents, il faut bien le dire, qui sont dégoûtés par plusieurs années de changement de cap présidentiel. Et notamment, dimanche 6 avril, donc ce dimanche, Renaissance a organisé un grand meeting, un grand raout. Alors, il réunit tous ses soutiens, ou en tout cas, il veut les réunir à la Cité du Cinéma de Saint-Denis. J'en avais parlé d'ailleurs
pour un article pour OAF Investigation. Alors, le rendez-vous est prévu de longue date, mais il y a eu un changement entre-temps. C'est tout simplement la condamnation de Marine Le Pen qui a soufflé, on l'expliquait pendant le deuxième sujet, toute la classe politique. Et donc, le Rassemblement national a prévu une manifestation de soutien à Marine Le Pen, à Paris également, ce dimanche. Et donc, il va y avoir un peu une compétition en fait entre les deux camps. Chacun va compter ses forces. Alors, l'entourage de Gabriel Attal en fait un petit peu des tonnes, parce que évidemment, ils ont peur de ne pas réussir à rameuter suffisamment de monde pour remplir la salle. C'est étonnant, quand même, après plusieurs années de déception. C'est un peu comme le Parti socialiste, finalement, après le quinquennat Hollande, quoi. Voilà, il y avait plus d'élus presque que d'adhérents. Là, c'est un petit peu la même chose chez Renaissance. Alors, l'entourage de Gabriel Attal parle d'un avant-goût de présidentiel. Du côté du parti, il y a certains cadres qui disent c'est plutôt un avant-goût de défaite présidentielle. Oui, voilà, on va pas être trop de mauvaise foi. Alors, du côté de Renaissance, de la direction de Renaissance, on plastronne. Il y aura à peu près plus de 7000 invités qui vont venir. Voilà. Le parti a mis les petits plats dans les grands. Le Parisien nous apprenait cette semaine qu'il y aurait tout un tas d'animations pour amuser les adhérents à la Cité du Cinéma, notamment des châteaux gonflables, dis donc. C'est plutôt gonflé, mais pourquoi pas. Et donc, c'est ce qu'a dit une députée Renaissance, en fait, aux journalistes du Parisien, pour l'inciter à venir à ce dîner plutôt que de couvrir la fameuse manifestation du Rassemblement national. Alors, connaissant en plus l'orientation de nos médias par rapport à l'extrême droite en ce moment, on sait qu'ils surfent tous sur la vague. C'est d'ailleurs pour ça qu'on apprécie d'avoir le média indépendant, pour nous informer. Mais alors du coup, Attal, il va à fond. Ils expliquent qu'ils ont passé des commandes de chaises supplémentaires depuis lundi, qu'ils ont imprimé de nouvelles affiches. D'ailleurs, on voit Gabriel Attal debout au pupitre, devant une marée de drapeaux bleu, blanc, rouge, évidemment, et le slogan « Pour la démocratie et nos valeurs » en lettres capitales. Alors, comme d'habitude avec les macronistes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire derrière ce slogan, parce que c'est un peu fourre-tout. Et puis surtout, il n'y a pas Emmanuel Macron, dis donc. Et d'ailleurs, Gabriel Attal n'a pas franchement prévu de le nommer, sauf pour les questions internationales, ce qui est une manière polie, en fait, de le pousser vers la sortie. Évidemment, les macronistes veulent profiter de cette séquence avec le Rassemblement national qui squatte les médias, évidemment pour se plaindre de la fameuse peine qui a été infligée à Marine Le Pen, malgré les 4 millions d'euros qu'elle a piqués dans la caisse du Parlement européen. Et donc, évidemment, les macronistes veulent en profiter pour se poser en garant de la démocratie, évidemment de l'indépendance de la justice. Alors, ça fait un petit peu sourire quand même certains macronistes, notamment au sein du parti, qui sont un petit peu plus critiques des orientations qui ont été prises ces dernières années, qui sont quand même en contradiction avec le programme de l'Emmanuel Macron de 2017, l'Emmanuel Macron de 2025 ou de 2024 ou de 2023 et pas celui de 2017, et qui m'explique que, dis donc, les leçons de démocratie de la part du parti macroniste reste au RN, alors que Emmanuel Macron a tout fait pour échapper à la justice sur l'affaire Benalla. On rappelle le « venez me chercher ». Le nombre de ministres mis en examen, dont certains d'ailleurs ont été condamnés, on rappelle notamment l'affaire Dussopt, mais il y en a d'autres. Rachida Dati elle-même est mise en examen dans l'affaire Carlos Ghosn, et elle risque gros d'ailleurs. Donc voilà, tout ça finalement inspire des commentaires assez ironiques au sein du parti. Et d'ailleurs, il y a certains militants qui m'ont confié avoir pris une invitation pour y aller, pour se marrer un bon coup, festoyer finalement, et sans vraiment penser à la suite. Ça te donne quand même la teneur de l'état d'esprit, disons, de certains macronistes avant cette soirée. Merci Nils, et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via l'adresse contact@lemediatv.fr. Si vous nous regardez à la télé, partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en haut, regardez-nous sur YouTube, mais également sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonné ou donateur du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. En tout cas, restez connectés aux médias.